Amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes sur le plateau de Face à l'Afrique. Face à l'Afrique aujourd'hui, toujours des problèmes en Afrique. Des problèmes récurrents, des problèmes qui touchent à la fois l'intégrité de ces peuples. Ça touche l'impunité. L'impunité, on parlait tout à l'heure des dictateurs. Aujourd'hui, on est en face de soi l'impunité des forces d'interposition. Les forces d'interposition, on peut les compter aujourd'hui en Afrique, ils sont aux alentours de 20 forces d'interposition en Afrique. Vous vous rendez compte ? Sur un continent de 54 nations, plus de 20 forces d'interposition. Aujourd'hui, on va en parler sur ces plateaux. Il y a un avocat à ma droite, M. Zakaria Abdillahi, député USN, Union pour le salut national, coalition de l'opposition djiboutienne, président de LDDH, Ligue djiboutienne des droits humains, et avocat à la Cour de Djibouti. Très bien. Alors, à ma gauche, nous avons Joseph Salomon Mbeka, président du Conseil international congolais, CIC. Son cursus, il est très éloquent, diplômé d'HEC de Belgique. Bien entendu, l'HEC pendant de l'HEC de Paris, donc au travail en binôme, en vase communicant. Il a également un Master 2, ingénieur financier, donc il pourra nous parler un peu de finance, mais pas aujourd'hui, une autre fois, on pourra en discuter. Monsieur Mbeka, bonjour, vous êtes résident en Belgique depuis plusieurs années, donc je vous dis bonjour depuis 1974. Votre père fut également l'ambassadeur en Iran, de 1976 à 1978. Donc vous vous retrouvez ici, sur le plateau de la télévision iranienne. Bonjour. Bonjour, Monsieur Bongo, c'est finalement un retour à la maison. Retour à la maison. Dites-moi, quand vous lisez l'intitulé, vous voyez l'intitulé « L'impunité des forces d'interposition en Afrique », cela vous donne un frisson dans le dos? Mais oui, ça donne plus qu'un frisson, parce que dès qu'on parle du mot « impunité des forces d'interposition », on sait très bien que ces forces ne se retrouvent sur ces terrains d'action que sur base d'un mandat international. C'est-à-dire qu'il y a des instances internationales qui ont présidé à leur présence. À partir du moment où on parle de ce type d'instances, c'est tout de suite les droits de l'homme qui sont mis en exergue. Alors comment est-ce qu'on peut associer? C'est ce qu'on appelle un oxymore, ça ne marche pas. On ne peut pas mettre impunité et force d'interposition. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème au niveau même de la conduite du monde. C'est ça que cela dénote. Mais on ira plus loin dans le débat pour découvrir qu'il s'agit finalement d'un échec total des décolonisations si on retrouve autant de forces d'interposition en Afrique au XXIe siècle. Alors, on a dénombré plus de 52 forces d'interposition dans le monde, 20 en Afrique, avec un continent qui compte en lui seul 54 États, 20 forces d'opposition avec 45 rébellions. Ça vous augure quoi, cher maître? C'est vraiment, je crois que vous avez résumé un peu la situation post-coloniale de cette Afrique, surtout subsaharienne. C'est vrai qu'on va nous parler d'indépendance de pays post-coloniaux et tout ça, et de l'autre côté des interventions qui dire que depuis les années 50, depuis les années 60, y compris à partir des années 70, une reprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme il a bien expliqué, Mbeka est bien expliqué parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'antinomique. On intervient pour faire du bien et de l'autre côté de l'impunité. Donc il y a un problème. C'est que là aussi, on commet des exactions, on commet des infractions, on commet des crimes au nom de quoi? Donc là aussi, il faut peut-être se poser des questions. Et c'est vrai, attaquer l'origine. Pourquoi il y a une telle intervention? Pourquoi spécifiquement dans ces pays-là? Mais oui, mais parce qu'on a affaire à des dictateurs qui sont en place, qui ont généré cette situation qui permet aux Occidentaux d'intervenir dans ces conditions-là. Et oui, c'est vrai que n'oublions pas aussi... Qui garantit aujourd'hui la présence des dictateurs en Afrique, M. Mbeka? C'est très clair. Quelqu'un a dit une phrase célèbre, « Mon ennemi, c'est la finance ». Je ne vais pas nommer cette personne parce qu'elle s'est dédiée depuis lors. C'est ce qui emmène toute la misère de l'Afrique, c'est le monde de la finance. Et derrière ce monde qui est intimement imbriqué aux États occidentaux, c'est en fait une équipe de choc qui a fait un choix qui est très délibéré. Ils ont choisi ce en quoi ils voulaient croire. Et après, ils décident de tuer pour maintenir cet ordre. Et c'est assumé.
Alors, c'est assumé. Alors, quand on regarde la présence de forces de maintien de l'ordre des Nations Unies en Afrique, ces forces n'ont jamais gagné la guerre, quelque part. Mais regardez, par exemple, je suis issu de la RDC. Vous savez que c'est la force d'interposition, enfin de maintien de la paix, entre guillemets, la plus importante au monde. Plus de 17 000 casques bleus se trouvent au Congo en ce moment. Et cela fait plus de 20 ans que nous avons la guerre. Donc ces forces, soit elles ont un mandat qui est totalement usurpé, soit elles ne savent pas appliquer leur propre mandat. Rappelez-vous que, par exemple, pour chasser le M23, il a fallu que les gens se remettent autour d'une table pour amender... Le M23, il faudra expliquer les gens, le M23, oui. Qu'est-ce que c'est le M23, c'est ce sigle, le M23. Tout à fait. Cela va être très symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire qu'on fomente un groupe de rébellion sur une zone qui est riche de façon minière. C'est-à-dire que le M23, c'est un groupuscule qu'on dit rebelle, mais que nous... Un mouvement du 23 mars que l'on considère comme étant une force d'agression, car elle est en fait tenue par le Rwanda de Paul Kagame. Paul Kagame, justement, qui fait partie de ces douleurs que porte l'Afrique aujourd'hui. Ce sont ce genre de personnages qui ont été mandatés pour continuer la ponction des richesses minières africaines. Vous avez fait une intervention chez nos confrères de BBC concernant la libération de Karika Karenzi. Oui. Alors donc, on protège le criminel qui travaille main dans la main avec les forces d'interposition. C'est bien ce que je disais au début. Ils font un choix de société, un choix de vie. Ils ont décidé ce qui était bien, ce qui était mal, une fois pour toutes. Et ils en tirent toutes les conséquences en tuant. Pour maintenir ce qu'eux considèrent comme étant un ordre. Alors, M. Karenzi, le général Karenzi, qui est le chef de renseignement rwandais, a du sang sur les mains. Il a le sang des Hutus génocidés, parce qu'aujourd'hui, on a essayé de réécrire l'histoire. C'est vrai, on ne va pas regarder cette histoire de génocide. On a essayé de réécrire l'histoire. C'est aussi avec les forces d'interposition qu'il y a eu ces problèmes de génocide. Absolument. Terminer avec ça. Puis oui, tout à fait. Donc, il a également génocidé des Congolais et des Hutus. Et ce monsieur, l'Espagne, qui a pourtant des accords d'extradition avec la Grande-Bretagne, il faut respecter, Maître ne va pas me contredire, il faut respecter les textes, il faut respecter les conventions de l'Union européenne qui invitent à la coopération juridique. Eh bien, la Grande-Bretagne, on ne sait pas pour quelle raison, pour quel motif, il faudra justement qu'on creuse la question, refuse de répondre à son allié espagnol. Alors, quand on regarde aujourd'hui tout ce qui s'est passé en Libye avec la résolution 1972 et la résolution 1973, on dit on peut aller en intervention en Libye pour protéger la population. Or, on s'est retrouvé avec 250 000 cadavres bombardés par l'OTAN. Comment on peut voir ça? Et ces responsables sont dans l'impunité la plus absolue. Oui, là aussi, c'est une réalité, malheureusement, où l'Occident est à l'origine de cette intervention, qui n'a pas été réfléchie, qu'aujourd'hui, ils ont du mal eux-mêmes à se retrouver. Et certains même regrettent le départ de dictateurs libyens. Alors quand vous parlez de dictateurs, parce que voilà. c'est la terminologie qui est utilisée, parce qu'en réalité, oui, le peuple vivait très très bien. On voit avec le résultat de traversée de la Libye jusqu'en Europe, on voit des migrants qui traversent, donc par définition, la Libye était bien gérée. Oui, en réalité, ce qu'il faut revoir un peu, ce sont les chapitres sur le règlement de conflits dans le monde, hein, parce que c'est le chapitre 7 de l'ONU. Ce qu'on fait, on intervient, on ne sait pas pourquoi, et on crée encore d'autres problèmes. Je vais vous donner l'exemple de la Somalie. La Somalie a été victime d'une dictature militaire féroce de 69 à 90. Intervention américaine. À la suite de les peuples somaliens ont marché pour mettre dehors les dictateurs militaires somaliens. Une fois que le dictateur est parti, il y a eu l'opération Restore. C'est un véritable camouflet. Oui, qu'est-ce que ça a restauré? L'État de la Somalie a disparu. La Somalie, en tant que telle, en tant qu'État, en tant que gouvernement, au sens où vous le connaissez, n'existait pas. Aujourd'hui, c'est les Shabab qui sévissent en Somalie. En Arkania, n'oublions pas, c'est une région Somalie. Une grande partie d'Éthiopie, c'est la 5e région, grande partie Somalie. Une partie de Djibouti, la Somaliland. Tous ces pays-là sont guettés par de fous furieux qui s'appellent les Shabab et autres. Cette situation a été créée par qui? Ils ne sont pas instrumentés. Ils sont pas instrumentés. Quand on voit l'histoire de Boko Haram, on dit que Boko Haram est financé
mais dit-on un tout petit peu par la France. Que pensez-vous? Vous répondrez. Que pensez-vous de ces accusations qui sont, à mon avis, infondées ou pas fondées? C'est difficile à vérifier, mais aujourd'hui, en matière de géopolitique, il n'y a plus rien qui peut nous étonner. On sait très bien que beaucoup jouent aux pompiers pyromanes et c'est devenu un petit peu la mode. À partir du moment où on a défini ses objectifs et qu'on veut faire porter le chapeau à d'autres pour détourner l'attention sur qui nous sommes en réalité, aujourd'hui ce sont des Noirs qui tuent des Noirs. Donc ça passe mieux. Et mais c'est exactement ça. Il ne faut pas oublier ce que vous disiez dans l'émission précédente que j'ai pu suivre. En 2050, nous serons 2 milliards d'Africains et ça fait peur. Et une puissance économique qui va littéralement écraser l'Europe, qui montre par la Grèce qu'il est à bout de souffle. Les militaires de la MONUSCO ont violé de jeunes filles. Et on revoit la même chose en Centrafrique et au Burkina Faso. On a vu ça également en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'ils sont sanctionnés ou ils ne le sont pas? Qu'est-ce qui se passe au sein de cette unité de maintien de l'ordre en Afrique? Alors, il y a une campagne aujourd'hui au sein des Nations Unies pour sensibiliser ces militaires. Vous croyez que cela suffit? Ou une campagne ou sévir en termes judiciaires? Je pense que vous savez ce qu'on appelle vous répondrez par quoi ça d'ailleurs? Le soft power. Soft power, c'est on fait passer nos idées de façon douce, en évitant de faire des vagues. Aujourd'hui, cette campagne des Nations Unies, c'est pour se donner un bon profil. La réalité, c'est qu'un homme qui commet un crime, surtout quand on a le devoir d'exemplarité, on doit sévir. On doit sévir. Vous venez là pour apprendre aux gens comment ils doivent se comporter de façon civilisée, parce que ça nous ramène littéralement en 1884-85, quand Léopold II disait « Je vais au Congo pour amener une mission civilisatrice et philanthropique ». On sait que ça s'est terminé par des mains coupées, et l'impunité aussi de Léopold II. Plus de 10 millions de morts qui, jusqu'aujourd'hui, rien n'a changé. Les génocides n'ont pas reconnu d'ailleurs. Rien n'a changé. Donc ça fait 2 génocides au Congo aujourd'hui, avec les forces d'interposition, soi-disant, des Nations Unies. Aujourd'hui, au Congo, là où se trouve la plus forte mission de maintien de la paix, des forces de maintien de la paix du monde, il y a plus de 8 millions de morts. Il faut qu'on nous explique. Alors, comment voyez-vous, en termes juridiques, au niveau des Nations Unies, quelles résolutions faut-il prendre pour que ces genres de choses cessent en réalité? Ce sera difficile, peut-être il faut se référer à Aimé Césaire quand même qui a... Alors là on rentre dans la philosophie, alors ça devient compliqué. Oui, et donc c'est vrai que le système colonial, donc il a fait le procès du système, enfin il n'a pas fait, il a essayé d'expliquer comme Mbeka a parlé de la mission civilisatrice. N'oublions pas, c'est encore mentionné dans la charte des Nations Unies, c'est-à-dire qu'on avait une civilisation. Donc cette civilisation, cette mission, quelque part divine peut-être, civilisatrice en plus, aujourd'hui, c'est les forces d'interposition. Et c'est là où ceux qui ont été à l'origine de ces problèmes-là aujourd'hui disent « oui, c'est vrai, il y a des crimes qui sont commis, on ne cherche pas, il y a des personnes quand même qui parlent, il y a des rapports qui sont faits, mais il faut qu'il y ait un journaliste au funéraire sorte un dossier pour qu'on puisse dire à la face du monde, oui, il y a... Mais oui, il faut ces devoirs d'exemplarité. Ils sont là pour faire régner le texte, les lois, la réalité, le respect des droits humains. Au contraire, ils se donnent de véritables libertés par rapport à leur mission première. Alors, par les libertés, à leur mission première, on voit la mission des Nations Unies, c'est maintien de la paix, de la MONUSCO. Oui. Alors, quand on voit dans le véhicule estampillé UN, alors on voit dans ce véhicule des minerais volés dans l'est de la RDC, dans ce véhicule-là. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut penser de ces forces de maintien de... Mais écoutez, nous observons cette force qui pour nous est une force littéralement imposée et une force d'occupation aujourd'hui. Beaucoup de Congolais en tout cas perçoivent la MONUSCO comme étant un gouvernement bis d'ailleurs, qui dicte ses lois et son agenda. Maintenant, malheureusement, un dictateur qui n'a jamais été élu, qui s'appelle Joseph Kabila, mais que nous connaissons sous le nom d'Hippolyte Kanambe, sujet Tutsi rwandais. Donc un Rwandais aujourd'hui est en train de diriger le Congo et la communauté internationale le sait. La communauté internationale... Vous êtes maître de vos propos. Absolument, et je les assume. Et la communauté internationale sait également que ce monsieur n'a pas eu 2%
de voix aux dernières élections. Et pourtant, il dirige un pays qui est aussi grand que l'Europe. Alors vous vous étonnez qu'il y ait des problèmes en Afrique. Il faut qu'on arrête avec cette hypocrisie-là. L'Afrique est mature. L'Afrique est mûre. Et l'Afrique a surtout une mémoire. Mature comment? Parce qu'on ne voit pas, la maturité africaine par rapport à tout ce qui se passe. Quand il s'agit de prendre une décision, l'Union africaine ne prend aucune décision pour... Permettez-moi juste de répondre. Voilà. Parce que pour le moment, ce que vous appelez l'Union africaine, ce sont des marionnettes qui sont placées là par les Occidentaux. Ce n'est pas de cette Afrique-là que je vous parle. Je parle de l'Afrique dont Maître a tiré un petit mot. Je vous parle de l'Afrique que nous représentons, toute la nouvelle génération qui est là en train de monter, ce qu'elle représente. Nous sommes le futur de l'Afrique, nous sommes les interlocuteurs valables. D'ailleurs, en ce qui concerne le Conseil international congolais que je préside, nous sommes en train de former un gouvernement de salut public pour mettre fin à l'illégitimité du pouvoir congolais. Donc aujourd'hui, pour répondre clairement à cette question des minerais, il faut tout simplement savoir que c'est la mission des Nations Unies de protéger, c'est comme ça que nous, Africains, en tout cas Congolais, nous percevons cela, protéger les précarés. Il ne faut pas oublier que quand M. Kabila père est arrivé au Congo, il y a eu des contrats qui l'accompagnaient pendant qu'il progressait. Donc ce n'était pas innocent, ce n'était pas non plus une mission de libération. Aujourd'hui, il faut savoir, et je vais terminer mon propos sur ce point par là, que le manque de respect, cette impunité, c'est un manque de respect vis-à-vis de l'homme noir avant toute chose. Alors l'homme noir est là toujours téléguidé par les forces, comme on dit, obscures, ou bien les forces internationales. Parlant de forces internationales, on voit aujourd'hui la présence d'Africom en Afrique. Alors, on s'inquiète que les Américains, les ricains, comme on dit, pardonnez-moi l'expression, reviennent vers l'Afrique à grands pas. Ils sont déjà là. Avec 3000 ils sont déjà hommes là. déjà. La plus grande base en dehors des États-Unis, surtout en Afrique, c'est à Djibouti, mon pays. Tout à fait. J'allais en parler. Et la base française aussi, d'ailleurs. Énormément, depuis 1800, bien sûr, la base française, américaine, japonaise, coréenne et autres. Ouais. Ce qu'il faut voir dans les difficultés, ce n'est pas le peuple africain. Ce sont des chefferies qui ont été créées par le système colonial, qui ont généré ces dictateurs. Et ces dictateurs, ce sont les enfants de ces chefs, et qui restent toujours au pouvoir. C'est une continuité. Donc les problèmes, ce n'est pas que l'homme noir n'est pas assez mature, comme dirait l'autre, mais au contraire, la maturité, elle est là. Aujourd'hui, l'homme africain, l'Afrique répond dans tous les domaines, qu'elle soit scientifique, culturelle ou autre. Elle ne danse pas seulement, contrairement à ce qui est dit ici et là. Cette maturité, elle est là. Cette maturité, elle est en train de mourir dans l'œuf avec la complicité des puissances étrangères qui devraient en finir avec ceux qui sont à l'origine de tous les maux de ces pays. Ce sont les dictateurs aujourd'hui qui sont soutenus par le pays dit démocratique, alors qu'ils nous sortent à chaque fois des chapitres, des textes de loi d'une extrême clarté, et de l'autre côté, on piétine les textes fondamentaux en Afrique. Les lois ne sont pas respectées, les constitutions ne sont pas respectées. La réalité, c'est que lorsqu'un dictateur traficote un peu la Constitution, sinon la totalité de la Constitution, sans consulter son propre peuple, personne ne réagit. Alors, personne ne Ce manque de réaction, quand même, est patente. Personne ne Elle réagit. est complice. Alors, elle est criminelle. Pardonnez-moi, curieusement, quand on regarde dans des zones où il y a la présence de ces forces de maintien de la paix, on voit toujours à côté des mines, des minerais, etc., des zones minières. Comment vous pouvez faire la corrélation avec à la fois zones où il y a des tensions, où il y a la rébellion, on voit la force d'interposition là, et on voit des multinationales aussi là. Mais je vais d'abord prolonger le propos de Maître pour dire que, par exemple, au Rwanda, c'est un pays où, excusez-moi, il n'y a que des bananes et des gorilles. Mais bien gérés, ils peuvent s'en sortir. Des gorilles qui viennent aussi d'RDC d'ailleurs, il ne faudra pas oublier d'ailleurs. Mais bien gérés, les grands lacs. C'est quelques ressources là bien gérées, le Rwanda pourrait s'en sortir. Mais simplement, on lui a mis dans l'idée qu'il pourrait se développer avec les richesses d'autrui. Et on protège, et on cautionne même l'arrivée de ce pays génocidaire, avec Paul Kagame à sa tête, qui est un sanguinaire, un brutal, un monsieur très brutal. Je ne vous parlerai même pas de la disparition du colonel Karigé, pour lequel personne n'est comptable. Répondez un peu à la question que je... J'arrive de suite pour vous dire qu'à partir du moment où vous avez un homme qui est prêt à se mettre à genoux devant vous pour lui tirer son compte personnel, eh bien, vous avez ce type de phénomène
où les multinationales sont là aux côtés des forces de maintien de la paix. Prenons juste le cas de la Libye. La Libye, aujourd'hui, c'est le fiasco total. C'est, excusez-moi l'expression, c'est le chaos. Le chaos le plus total. Mais la route du pétrole est sécurisée. La route qui permet au pétrole libyen de sortir est sécurisée par des forces, rassurez-vous. Donc, on sait exactement ce qu'on fait. L'Afrique est considérée uniquement comme un garde-manger au niveau des matières premières. C'est là où nous disons, ça suffit, parce que d'abord, ces matières premières, elles nous appartiennent. Nous sommes les seuls propriétaires. On est voué à l'échec, en fait, on est voué vers la colonisation, la récolonisation de l'Afrique par rapport à tout ce qu'on voit avec les multinationales et l'Afrique comme en Afrique, la présence américaine, la forte présence américaine avec des drones en Afrique. Alors pourquoi des drones en Afrique? Mais plutôt que de répondre pourquoi des drones en Afrique, c'est de dire ce qu'il en est au niveau de l'information. Si aujourd'hui l'Afrique se trouve dans cette situation où certaines puissances agissent au vu et au su de tous, en ce qui concerne les Africains, mais ce n'est pas au vu et au su de leur opinion publique, qui n'accepte pas cet état de fait. Et ça, c'est la force que nous avons en ce moment. C'est d'alerter, et par l'émission que vous faites, c'est d'alerter l'opinion publique. Voilà ce qu'on fait en votre nom. Parce que ceux qui le font, ce sont des élus. Ce sont des messieurs pour lesquels quelqu'un a été déposé son urne, et son urne a compté, contrairement en Afrique. Alors, je vous coupe rapidement. Vous êtes issu de l'école supérieure connue, la Chaussée, et c'est des têtes de matière grise. C'est un conglomérat de bandits en col blanc qui sévissent aujourd'hui. Donc, dans le futur, vous serez aussi dans cet acabit. Vous serez aussi... voilà, c'est logique. Que non. Parce que vous êtes sorti de ces moules-là. Nous avons la matière. Vous voulez, voilà. Nous connaissons le système, nous connaissons les rouages. Maintenant, c'est comme un outil. Soit on répare un objet, soit on s'en sert comme objet contondant. Alors eux, ils ont décidé de se servir de leur matière grise comme objet contondant. Nous disons non, nous sommes là d'abord pour vous apporter également une solution, parce que votre chômage, vous ne nous en sortirez pas sans l'Afrique. Ça, c'est un. Donc nous sommes les trois rapports expliquent bien les choses, le rapport Védrine, le rapport Bockel, le rapport Attali, qui expliquent clairement que l'Afrique est l'avenir de la France. Donc il faut changer de fusil d'épaule, cesser d'être totalement immature pour le coup, et comprendre que désormais, il faut parler avec beaucoup d'égard aux Africains, parce qu'ils sont votre seule porte de sortie. Et vous avez une seule chance, c'est que l'Africain n'est pas rancunier. Juste pour dire ceci, si l'Europe aujourd'hui on est là à faire, l'Occident en général, à faire des plans où on se retrouve, parce qu'il faut revenir à notre thème, avec des forces d'interposition qui sont impunies, forces africaines aussi, par exemple l'ONUCI c'était des forces marocaines, mais c'est le mandat qui est donné par des puissances occidentales. Le mandat est donné toujours par ce que je voudrais dire, compte des Nations Unies, c'est par les Nations Unies. Tout à fait. Chapeauté par les Nations Unies, il faut tenir compte de cela. Ce que je voulais dire, c'est que certaines nations se sont habituées à la facilité. Quand vous regardez les grands empires de la fin du 19e siècle, d'ailleurs, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on a découpé Berlin, à l'Assemblée nationale ici en France, il y a un certain monsieur Jules Ferry, le 28 juillet 1885, qui a sorti... non, vous allez voir, nous allons atterrir... Parce qu'on va arriver, il y aurait 4 minutes. Des races supérieures et des races inférieures. Heureusement qu'il y a eu un Georges Clémenceau pour lui répondre, c'est juste un abus pur et simple de la force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des pays qui n'ont plus la force de travailler par eux-mêmes, qui se sont appuyés sur les richesses d'autrui et qui vont très mal. Quand vous pensez à l'Allemagne, à la Suède, ces pays n'avaient plus de colonies et pourtant se portent mieux que la France et la Grande-Bretagne. Donc c'est pour vous dire que la solution, c'est pour ces pays-là qui ont gardé ce réflexe atavique... Et pourtant, il faut tenir compte que ces pays scandinaves, c'est des pays qui sévissent beaucoup en Afrique en termes de multinationales. Oui, absolument. Comme des Nokia. Voilà, tout à fait. C'est un conglomérat. Mais parlons de façon globale. Quand on parle de cette impunité, on vise directement l'image de l'homme noir. Il y a l'immigration, on voit l'homme noir qui va mourir, pas seulement l'homme noir, il y a aussi les Syriens, mais surtout la pauvreté qui va mourir dans la Méditerranée. Mais de l'autre côté, quand vous regardez l'effet grossissant aux États-Unis, l'homme noir se fait abattre toujours dans l'impunité. C'est une image qu'on veut maintenir. Mais effectivement, quand on regarde aussi par rapport, je donne un exemple qui est simple, qui est un exemple représentatif par rapport à ce que nous vivons en Afrique. La République centrafricaine est gérée aujourd'hui par la France. La France paye les fonctionnaires centrafricains.
Comment voulez-vous s'en sortir avec cette histoire si on vous impose quelque chose? On vous impose même la guerre si on veut la rébellion. Il y a 15 rébellions là-bas en Centrafrique. Comment expliquer cela? C'est un peu le contraire de ce qu'a dit il y a encore quelques années Jospin, qui était Premier ministre de la France, dans une gauche plurielle à l'époque, où il a dit que la France ne peut pas se permettre d'être le gendarme de l'Afrique. Aujourd'hui, force est de constater que le fait de vouloir d'intervenir et de dire qu'on va payer encore, c'est une manière de mettre ces pays sous tutelle. C'est ce qu'on peut dire. Oui. Donc l'Afrique n'a pas besoin d'être mise sous tutelle. L'Afrique a besoin de se faire libérer de ces dictateurs pour en finir avec le système et qu'il y ait un assainissement du système économique et social du pays. C'est la réalité. Moi, mon objectif, ce n'est pas faire le procès de l'Occident. Au contraire, il y a des Occidentaux, des démocrates occidentaux qui nous soutiennent. Mais lorsque la langue de bois, et qui est malheureusement au niveau étatique, lorsque nous disons qu'à Djibouti, nous avons des problèmes. Nous avons avec des violations répétées des droits humains. Mais on n'a pas beaucoup de démocrates qui nous soutiennent. Vous n'avez pas votre langue dans la poche. Est-ce que vous avez des soucis avec votre gouvernement? Moi, j'ai eu beaucoup de soucis. J'ai été arrêté en violation. Je suis avocat au barreau de Djibouti. On n'a pas respecté l'avocat que j'étais. J'étais couvert par l'immunité parlementaire. Ça n'a pas été respecté. J'ai fait 4 jours de garde à vue dans des conditions dramatiques et illégales. Voilà aussi ce que résume Djibouti. C'est-à-dire aujourd'hui, en sortant de on rentre à Djibouti d'ici une semaine, je risque d'être arrêté. Par rapport à vos propos tenus? Par rapport à ce que je tiens. Or, je suis un homme libre, j'ai le droit de parler. Mon objectif, c'est que les Djiboutiens et les Africains puissent s'exprimer librement partout où ils sont, et pas seulement en Europe. Alors, dites-moi, on voit là où il y a des zones de guerre, zones d'impunité, il y a ce qu'on appelle charity business des ONG. Plus de 250 ONG en RDC, avec 2 milliards brassés par an. Alors vous croyez que la guerre va se terminer et l'impunité... C'est pour vous dire le côté cynique de cette machine. C'est ce que je vous ai parlé du soft power. C'est cela le soft power. Je vous tape d'un coup et de l'autre je vous souffle sur la main. Vous savez, c'est ce qu'on fait. Il y a un ami maghrébin qui m'en parlait, vous savez, il me dit, tu sais, au bled, c'est le jeu auquel jouent les gamins, il donne un coup de pied au chien et après il le caresse. Et le chien, il revient. C'est exactement cette image, c'est la plus claire que j'ai à offrir. Donc tout est dit. Tout est dit. Alors, maître, comment peut-on faire? On ne peut pas évacuer ces ONG. On dit que voilà, c'est des ONG qui aident l'Afrique. En réalité, quand on regarde bien, on tire le fil, le tricot s'effrite. Et à l'arrivée, on voit la CIA des missions secrètes en Afrique pour cartographier l'Afrique, pour faire des missions où on doit encore recoloniser bien l'Afrique. C'est qu'on a bien compris. Il faut dire aussi que les ONG font un travail formidable en Afrique et partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'il y a quelques ONG un peu instrumentalisées par les Occidentaux. Et c'est vrai qu'il y a des barbouzes qui se cachent derrière. Mais en réalité, c'est vrai que ce soit mon pays, par exemple, à Djibouti, nous, la Ligue djiboutienne des droits humains, on est affilié à la FIDH, une des plus vieilles ligues françaises installée à Paris. Donc, et non pas cette ONG libre de droits humains n'a pas la possibilité de faire une mission dans la clarté, dans la transparence à Djibouti pour faire état de ce qui se passe, l'état des droits humains à Djibouti. Non, par contre, ceux qui sont un peu chapeautés par des systèmes étatiques, un peu qui sortent des salons feutrés, viennent faire des rapports, ne vont pas rencontrer la LDDH, mais d'autres personnes. Merci maître, merci. Ça a été très court pour parler de ces sujets d'une importance assez capitale, l'impunité des forces d'interposition en Afrique. On voit les enfants africains sont violés dans toute impunité, violés par les militaires qui sont censés apporter une aide, un appui aux populations de l'Afrique. On se retrouve avec ces bourreaux qui exercent leur suprématie, si on veut, dans toute impunité, et ils ne sont pas sanctionnés. C'est qu'on nous demandons, bien entendu, aux Africains, bien sûr, d'essayer de mettre en place, avec l'Union africaine, une force d'interposition africaine, afin que les Africains se retrouvent eux-mêmes dans cette action pour pacifier l'Afrique. Merci à vous. Vous avez suivi cette émission Face à l'Afrique avec nos deux invités, Mbeka Joseph, qui va retourner à Bruxelles. Merci d'être venu. Et également Zakaria Abdillaï, qui vient, bien entendu, du Djibouti. Vous avez fait des kilomètres pour venir jusqu'ici. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci. Merci.